Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Nicolas Kessler, je suis journaliste et je suis ravi de vous accueillir pour ce Harmony Lab Entreprise en direct du lycée des Arènes de Toulouse qui nous met à disposition son plateau télé. Je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement les étudiants en BTS audiovisuel qui en ce moment même sont derrière les caméras et en régie pour nous accompagner pour ce format totalement inédit. C'est en effet la première fois qu'un Harmony Lab Entreprise se tient à distance et non en présentiel. Comme vous le savez, contexte sanitaire oblige, Harmonie Mutuelle a dû se réinventer pour vous proposer ce nouveau format qui, malgré la distance, se veut avant tout être le plus convivial possible. Et pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Isabelle Lhomme, responsable communication, marketing et prévention de la région Sud-Ouest pour Harmonie Mutuelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis également ravie d'être avec vous sur ce plateau pour parler ce soir de capital humain. Le capital humain, c'est un concept qui est apparu dans les années 60 aux États-Unis. Et puis, depuis plusieurs années, c'est un concept omniprésent dans les grandes entreprises, mais pas que, parce qu'on voit que de plus en plus de PME prennent aussi cette thématique à bras-le-corps. Le capital humain, c'est l'ensemble des hommes et des femmes dans l'entreprise, leurs aptitudes, leurs compétences qui sont propres à chacun. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble s'il y a un lien entre le capital humain et la performance de l'entreprise. Comment on peut le gérer, comment le préserver, comment le développer. Est-ce que dans la crise sans précédent que nous traversons, on doit continuer à investir dans le capital humain? Ce sont à ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre pendant 1 heure avec 4 dirigeants d'entreprise issus de 4 secteurs d'activité différents qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et puis on va se dire que dans cette période un petit peu compliquée, on va essayer pendant 1 heure de voir toutes les belles choses qui peuvent se passer dans les entreprises et de se partager un petit peu ces retours d'expérience positifs. Tout à fait Isabelle, et je vais vous présenter nos 4 dirigeants qui nous font le plaisir d'être avec nous en plateau. Alain Cadot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président de Actual Invest Group qui comporte les filiales CIS Valley Actual System. Actual System vend des produits informatiques à destination des entreprises et CIS Valley, expert du cloud, les accompagne dans tous les domaines afférents système d'information. Vous comptez 200 collaborateurs qui seront bientôt réunis dans un tout nouveau bâtiment au Hayan, juste à côté de Bordeaux. À vos côtés, Stéphane Pareil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Arce, association régionale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, une association qui évolue depuis 1943 dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et vous comptez aujourd'hui 1700 collaborateurs répartis entre Toulouse et l'ouest de l'Occitanie. Marc Leverger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du site bricoprivé.com, spécialisé dans les ventes privées en ligne de produits pour le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison. Vous avez créé l'entreprise avec Julien Bouet, votre associé, en octobre 2012. Et de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année, vous réalisez aujourd'hui 170 millions d'euros de volume d'affaires. Autant dire clairement, vous êtes en hyper-croissance avec vos 180 collaborateurs répartis entre Toulouse et votre site à Nîmes. Enfin, à vos côtés, Frédéric Pradaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du numérique de l'exploitation et des opérations CNES, le Centre national d'études spatiales. Et vous avez aussi la casquette de chef d'établissement du Centre spatial de Toulouse, qui regroupe 1700 personnes et 3000 si on compte les sous-traitants. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous sur ce plateau. Et pour débuter, je vous propose de retrouver tout de suite Isabelle Lhomme, qui est aux côtés de notre premier invité sur notre plateau annexe. Oui, en effet, je suis avec Benjamin Guiraud-Chaumeil. Bonjour Benjamin. Vous avez ce soir une double casquette. Vous êtes à la fois élu d'Harmonie Mutuelle et puis vous êtes également le directeur de la clinique Offrérie, ici, juste à côté de Toulouse. Et vous connaissez bien le principe des Harmony Lab Entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et en dire à tous ceux et celles qui nous écoutent? Quel est l'intérêt de participer à ce type d'événement? Bonjour, je suis dirigeant depuis une quinzaine d'années d'un établissement de santé qui est spécialisé en santé mentale. Et à ce titre, j'accompagne un collectif de professionnels qui, fort de son savoir-faire, met au service des patients au quotidien son savoir-être. Si j'ai une définition personnelle du capital humain, c'est l'alliance de ces savoirs, savoir-être et savoir-faire. Préserver, développer cette richesse, c'est un enjeu partagé avec Harmonie Mutuelle. Et la santé, le bien-être et la qualité de vie au travail en sont des leviers essentiels. Le Lab Entreprise, qui a été pensé il y a 2 ans pour être un lieu d'échange et un lieu de partage, pour contribuer à la réflexion et aussi de structurer une offre d'ingénierie sociale en matière de prévention, de santé et de prévoyance. Nous avons eu la chance, au cours des 3 premières éditions, d'accueillir des femmes et des hommes au parcours extraordinaire qui nous ont livré avec sincérité et humilité le fruit de leur expérience
Et vraiment, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que chacun a en commun de garder l'humain au centre de leur engagement individuel et collectif. Les succès ne font pas tout, ni la performance en elle-même. La réussite seule ne suffit pas, et l'excellence technique seule ne suffit pas. Il faut un supplément d'âme qui crée le lien, la communion, et issu de la fierté de l'être et aussi du sentiment d'appartenance. Ce supplément d'âme est vraiment indescriptible, mais pourtant, il est indispensable. L'ADN du Lab Entreprise Harmonie Mutuelle, c'est de le mettre en lumière à travers l'expression de l'expérience de nos invités, et je les remercie. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, avant de voir tout ce que nos invités ont à nous dire sur le capital humain, je vous propose d'écouter Catherine Touvray. Catherine Touvray, c'est la directrice générale d'Harmonie Mutuelle et nous l'avons interrogée pour connaître sa vision sur le capital humain. Je vous invite à découvrir en images ce qu'elle a pu nous en dire. On la regarde. Bonjour, ravie d'être avec vous ce soir, même si c'est à distance. Et je vous souhaite une très bonne réunion d'Harmonie Lab Entreprise. Donc, vous allez traiter de capital humain, de grandes tendances et réfléchir ensemble. C'est une très belle opportunité. Je suis ravie que vous soyez nombreux ce soir. La première grande tendance, c'est l'avènement par la loi Pacte d'une recherche un peu nouvelle, d'une voie qui n'est pas celle du capitalisme anglo-saxon, mais d'un capitalisme européen et qui consacre en fait l'exigence de répondre à une grande question, c'est quelle est la place de l'entreprise dans la cité, dans la société et quels sont les impacts qu'elle va générer et on les espère les plus positifs possibles. La deuxième grande tendance, c'est celle de l'attente, de l'exigence même des salariés vis-à-vis des directions générales. Les salariés avec des questions de vie personnelle qui s'invitent dans l'espace de travail parce qu'ils sont aidants, parce qu'ils sont jeunes parents, parce qu'ils ont des contraintes qui peuvent être d'ailleurs tout bêtement celles des temps de transport. Et ça interroge du coup la question des nouveaux modes de travail, du télétravail, enfin de toutes ces dimensions. La troisième grande tendance, c'est celle autour de la question de la santé physique bien sûr, de la sécurité des salariés, notamment dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons. On voit à quel point cette dimension est devenue importante, mais également la santé mentale des salariés, sujet peut-être un peu plus nouveau. Pour pouvoir aborder ces sujets-là, qui vont toucher à des dimensions complexes, rarement évoquées, il est impératif d'avoir établi un climat de sécurité, de capacité d'expression, de confiance entre la direction, le management, les partenaires sociaux, les salariés, condition sine qua non pour traiter les problèmes, puisqu'il faudra les avoir identifiés. La quatrième et dernière tendance pour ce soir que je souhaite évoquer, c'est celle de la santé globale. La santé, ça n'est pas seulement l'accès aux soins et le remboursement de ces soins, même si ça occupe le devant de la scène et c'est bien évidemment important, mais vous le savez, la santé, c'est également et surtout, j'ai envie de dire, les déterminants de santé, l'alimentation, l'habitat, l'activité physique, et l'environnement, sujet encore plus d'actualité s'il en est, sujet sur lesquels donc, les entreprises sont directement interpellées puisqu'elles ont un impact soit vis-à-vis de leurs clients, soit vis-à-vis de leurs salariés, soit souvent vis-à-vis des deux et des territoires sur lesquels elles emploient et elles pratiquent leurs activités. Je voulais partager avec vous le fait qu'Harmonie Mutuelle a décidé au mois de juin, lors de sa dernière assemblée générale, de se transformer en entreprise mutualiste à mission, non pas pour se découvrir une vocation, puisqu'on a la chance d'avoir une raison d'être en quelque sorte depuis de nombreuses années autour de l'amélioration des conditions de vie, de la prévoyance, de la solidarité et de l'entraide qui sont dans nos statuts, mais surtout pour la question des objectifs et de l'évaluation qui y sera associée. Et donc ça sera un rendez-vous dans un an avec donc une réécriture de cette raison d'être et des modalités d'évaluation des engagements que nous prendrons. Je vous souhaite une bonne réunion, une bonne soirée et j'espère vous voir dans la vraie vie à une prochaine occasion. Et encore un grand merci à Catherine Touvray de nous avoir donné sa vision du capital humain donc autour de ces 4 grandes tendances qu'elle a dégagées, l'impact des entreprises dans la société, l'exigence des salariés vis-à-vis de la direction générale, la santé physique et mentale des salariés, mais aussi la santé globale. Alors nous, dans cette Harmonie Lab Entreprise, on a décidé de construire notre thématique du capital humain autour
de 5 grands axes qui vont venir jalonner cette émission jusqu'à 18 h. Premièrement, qu'est-ce que le capital humain? Comment peut-on le définir? On va faire un premier tour de table, puis nous verrons ensuite comment peut-on le fédérer. Troisième axe, autour de son développement. On parlera ensuite des actions et des moyens à mettre en œuvre pour sa préservation. Et bien évidemment, nous terminerons cette émission autour du contexte sanitaire que vous connaissez tous, lié au Covid, et qui impacte et met à l'épreuve notre capital humain et celui des entreprises. Mais tout de suite, débutons avec la vision qu'ont nos 4 dirigeants du capital humain. Alors, ce capital humain, on va se demander, messieurs, ce qu'il représente dans votre activité. Je vais commencer avec vous, Frédéric Pradeil. Au CNES, j'imagine que ça doit être un enjeu considérable, le capital humain, car le développement de grands projets spatiaux, ça demande de multiples compétences. Oui, la diversité est vraiment un mot-clé pour nous. La diversité parce que l'espace, c'est une aventure de l'humanité. Nous travaillons avec plus de 70 pays et agences. La première chose qu'on apprend finalement quand on rentre au CNES, c'est que les différents métiers techniques, de l'administration, plus tournés vers l'humain par essence, comme les ressources humaines, tous contribuent à cette aventure spatiale et sont indispensables à cette aventure. Et donc pour nous, la diversité des origines, des parcours, la diversité des compétences, je viens d'en parler, la diversité des genres, et puis aussi la diversité des engagements, on y reviendra aussi, au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, sont vraiment des éléments clés pour nous, pour rassembler tout ce qu'il faut avec nos partenaires pour réussir ces challenges qui sont parfois complètement insensés. Donc on voit que le mot diversité imprègne votre capital humain. Chez vous au CNES, Stéphane, pareil. Je le rappelle, vous êtes le directeur général d'Arcea, c'est une très grande association qui évolue depuis 77 ans maintenant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc je suppose que dans vos métiers, votre capital humain est fondamental. Mais quand on a préparé cette émission, alors à l'instant, Frédéric parlait de diversité. Vous, le capital humain, vous m'avez dit, moi je préfère parler de potentiel plutôt que de capital. Pour quelle raison ? Oui, effectivement, moi j'aime parler de potentialité. Je pense que la vraie richesse, c'est de permettre à chacun d'exprimer son potentiel et le développer au sein de sa structure ou ailleurs. Chacun a son propre potentiel, inné ou acquis, à travers sa carrière, son parcours, ses rencontres, en termes de savoir-faire, d'intelligence de pratique, de formation, de qualité intrinsèque. Et ce qui préoccupe l'ensemble de l'Arcea, c'est pouvoir effectivement concourir à ce développement et que ça s'exprime pleinement. Voilà. Une des valeurs, enfin une des pratiques qu'on adore nous à l'Arcea, c'est on parle d'énergie collaborative ou de collaborative énergie, c'est-à-dire le principe de favoriser les rencontres humaines pour permettre la créativité, l'invention, s'améliorer aussi dans notre façon d'être, dans notre prise en charge. Voilà, c'est irriguer en fait au maximum les rencontres humaines, c'est ça, travailler les potentialités, je parlerai même de potentialités collectives en fait. Voilà. Alain Cadot, vous êtes président d'un groupe informatique où il y a 2 entités, donc il faut les faire vivre, il faut les animer. Quand Stéphane nous parle à l'instant de cette énergie collaborative ou collaborative énergie, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho chez vous? Est-ce que c'est finalement votre vision du capital humain également? Bien sûr, bien sûr que ça fait écho, mais avant de revenir sur cette énergie collaborative, tout à l'heure je discutais avec certains d'entre vous, on parlait de la notion de capital humain. Et je me dis, bon, nous on baigne un petit peu là-dedans, on voit où on va avec ces notions-là, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde de comprendre ça, et c'est même peut-être une notion un petit peu froide, capital humain. Et en fait, je me dis, non, en fait, c'est l'humain qui est capital. C'est l'humain qui est capital. Et dans nos structures, effectivement, l'énergie collaborative est fondamentale. Il faut que chacun partage son expérience, partage aussi ses succès, etc. Nous sommes, nous, une entreprise de droit privé, donc on baigne dans l'économie de marché au quotidien. Et en frontal, nous avons des forces commerciales dans un métier très technique et le cloud. Donc nous devons avoir des gens hyper formés sur ce sujet. Donc c'est une forme de capital humain. On ne vend bien que ce qu'on connaît bien. Et derrière, nous avons tout un pool de techniciens, d'ingénieurs qui doivent pouvoir répondre aux besoins d'évolution permanents dans le métier
et aussi d'autres services qui, eux, sont l'interface entre le commerce et la technique pour que le client soit toujours, comment dirais-je, au centre, au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Voilà. Donc, ça passe effectivement par ce collaboratif. On va parler tout à l'heure, on va évoquer d'autres sujets, mais Oui. pour moi, il est évident que le savoir-être est avant tout la pierre angulaire d'un collectif. Et on peut tous être brillants, mais si on est tous individualistes, le collectif ne marchera pas. Donc, c'est bien d'avoir des gens brillants, mais c'est mieux d'avoir des gens qui ont un savoir-être. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Marc Leverger. Alors, Nicolas l'a dit tout à l'heure, vous êtes à la tête d'une entreprise du web qui est en hyper-croissance. Aujourd'hui, vous êtes 180, et on va le rappeler, à la création, en 2012, vous étiez 2. Donc, cette notion de capital humain, elle fait partie intégrante de votre stratégie. Est-ce qu'on peut dire que ça en est la clé de voûte ? C'est évidemment la clé de voûte quand on imagine effectivement les croissances auxquelles on peut être confronté. On essaye, nous, d'écrire notre roadmap stratégique et tous les 3 ans de la remettre un peu à l'ordre du jour. C'était la semaine dernière. Et en fait, cette roadmap, on la structure toujours de la même façon. C'est quelle valeur on va créer pour nos clients, comment est-ce qu'on va la décliner en termes de process, et derrière, en fait, et c'est là où on passe le plus de temps, c'est du coup de quel capital humain on a besoin pour réussir, en fait. Donc c'est évidemment, on voit bien qu'en fait, c'est ce qui est même schématiquement, quand on regarde notre roadmap, on voit bien que c'est ce qui supporte en fait la totalité de notre stratégie. Après, il faut arriver à la décliner, que ce soit à travers des recrutements, que ce soit à travers de la formation, en évaluant bien les compétences, celles qu'on a, celles qu'on n'a pas, celles qu'il faut aller chercher, celles qu'il faut former, créer. Mais c'est évident que c'est la base et certainement un des plus grands succès aujourd'hui qu'on peut regarder, parce que le chiffre d'affaires, ça c'est bien, mais finalement, c'est de se dire qu'on a embauché des gens en 2012. Avec Julien, mon associé, je pense qu'on a à peu près vu tout le monde en entretien et qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont encore là et qui continuent à être aujourd'hui les managers, ceux qui portent la vision de l'entreprise et la culture. Donc c'est évidemment… Tout de suite, on va vous demander Oui, justement. pour garder tous ces gens-là. Gardez-en pour tout à l'heure. Tout à fait, Isabelle. Ça, ce que vous disiez, Marc, à l'instant, on parlera notamment de comment développer ce capital humain avec la partie formation, la partie mobilité. C'est des sujets dont nous parlerons tous les 4. Mais avant, on est très heureux donc d'avoir eu cette vision, votre définition. Bon, là, on va se poser la question, on le fédère comment, ce capital humain? Comment arriver à fédérer une somme d'individualités qui ont des profils, des compétences diverses pour en faire un collectif? Comment embarquer tous les collaborateurs dans la diversité dont nous parlait Frédéric tout à l'heure? On en parle maintenant, comment fédérer son capital humain. Alors Frédéric Pradeil, tout à l'heure, vous nous parliez de diversité. Donc on se dit, il y a énormément de monde chez vous, avec des compétences multiples, des profils variés. Il faut avoir une baguette magique pour tous les fédérer. Est-ce que vous avez une recette? Vous faites comment au CNES pour embarquer tout le monde? Alors, nous, la recette, on a de la chance, c'est l'espace lui-même et tous ces domaines d'application. Quand le matin, vous arrivez au boulot et que vous allez travailler sur des sujets qui sont liés à la compréhension de notre univers, pourquoi la vie a émergé dans cet univers, comment fonctionne la Terre. Et on sait qu'avec les enjeux du changement climatique aujourd'hui, c'est un élément clé du questionnement scientifique, mais aussi du questionnement sociétal. C'est l'impact que le spatial a sur tous les secteurs de l'économie via l'économie de la donnée. On a cette chance-là d'un point de vue managérial, c'est que si on n'est pas trop mauvais, la fédération se fait quand même de manière assez spontanée. Voilà. Et donc, par contre, l'enjeu pour nous, c'est comment faire en sorte que tout le monde se sente aussi impliqué et autant porteur que les autres. C'est-à-dire que l'acheteur se sente autant un élément clé du dispositif que l'ingénieur le plus brillant, et qu'à contrario, l'ingénieur le plus brillant, et je rejoins ce que disait Alain, cette capacité à travailler ensemble, à faire équipe, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc ça, je dirais que c'est le travail qu'on fait au quotidien avec les personnels du CNES, avec le millier de sous-traitants qui travaillent pour nous, et puis avec les 200-300 personnes de nos partenaires, l'Agence spatiale européenne, l'agence qui opère Galileo.
voilà, tous ces acteurs-là qui sont sur le site, faire en sorte que collectivement, on fasse équipe, mais encore une fois, avec des objectifs qui sont tellement fabuleux que voilà, on entraîne l'humanité derrière ces questions-là, à l'image de ce qui s'est passé en 69 avec le premier pas sur la Lune et peut-être bientôt celui sur Mars. Ça serait bien le diable si on n'arrivait pas à embarquer tous nos collaborateurs. Oui, puis il y a ce que disait Alain Cadot tout à l'heure, ce savoir-être qui permet justement que tout le monde se comporte vis-à-vis des autres et qu'il y ait cette unité qui se crée, c'est ça aussi? Oui, en tant que chef d'établissement, c'est un enjeu majeur, fort. On va y revenir sur d'autres sujets. C'est que chacun soit conscient qu'il est aussi important que l'autre dans la chaîne, dans le dispositif, dans le collectif. Marc Leverger, on vient de voir à l'instant, au CNES, ils embarquent l'humanité. Alors, vous n'embarquez pas l'humanité, pour autant, Nicolas l'a déjà dit. Vous êtes dans une structure en hypercroissance. Est-ce que l'hypercroissance, finalement, c'est un levier pour embarquer plus facilement les collaborateurs dans le projet d'entreprise? Alors, d'abord, l'hypercroissance, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause, en fait. Hein. C'est parce qu'on embarque les collaborateurs et qu'on arrive à être en hypercroissance. Ce n'est pas l'inverse. Donc, ce n'est pas l'hypercroissance en tant que telle qui embarque les gens, c'est plutôt le projet, la vision et l'unité qu'on est capable de créer autour de ce projet. Et c'est ça qui fait que les gens vont être motivés et se dépasser et qu'on va arriver à créer les conditions de cette hypercroissance. Après, cette hypercroissance, elle est aussi très dangereuse, justement, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'effet boule de neige qui fait qu'on a l'impression qu'on est parfois invincible et que, alors qu'on est dans une économie de marché, on peut vite être appelé à l'ordre, en fait. Hein. Donc, il faut justement arriver et à comprendre, là, nous, plutôt au niveau aussi direction, mais que l'hypercroissance, ça nécessite un savant équilibre entre les compétences qu'on a, celles dont on a besoin, celles qu'il faut aller chercher à l'extérieur, pour ne jamais rompre cet équilibre, en fait. Autour de cette unité, avec toujours un objectif, c'est de faire partager avec tout le monde cette vision, qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble, et de s'assurer, et là effectivement le rôle du savoir-être est aussi important, mais de s'assurer que tout le monde est bien aligné en fait sur ce projet. Quand on a préparé, vous avez une formule très intéressante. Je relis vos mots pour être très fidèle à ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit le danger, c'est que l'entreprise aille plus vite que les gens. Oui. Ça résume bien tout ce que vous venez de nous dire là. Par moment, il faut accepter, quand on est en hypercroissance, que les gens qui nous ont accompagnés pour une phase et qui sont très bien, qui n'ont rien à reprocher, et il faut que ça soit ancré quand même dans les valeurs, c'est que tout le monde ne va pas progresser, tout le monde ne va pas changer de poste, tout le monde ne va pas être forcément demain le manager. Et ça, il faut que les règles du jeu soient claires dès le début, en fait, pour ne pas justement créer ce déséquilibre ou des gens qui, à un moment donné, pourraient être tentés soit de freiner le projet, soit d'être moins dans le projet, parce qu'effectivement, leur intérêt personnel, il ne sera peut-être pas forcément aligné avec celui de l'entreprise. Et c'est vrai que l'hypercroissance, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas, mais de connaître dans ma vie des phases d'hypercroissance et au contraire des phases de restructuration. Les phases de restructuration ne sont pas très agréables, mais elles ne sont pas très compliquées finalement, alors que les phases d'hypercroissance sont plutôt agréables, mais assez compliquées à gérer d'un point de vue humain. Alors, puisque vous parlez de ce qui est compliqué à gérer d'un point de vue humain, dans votre structure, la moyenne d'âge, c'est 27-28 ans. Donc voilà, on sait que c'est une génération qui a un rapport au travail qui est quand même beaucoup plus détaché que celui de ses aînés. Est-ce que finalement, c'est un levier, un frein? Comment vous faites pour les fédérer autour de votre projet? Je ne sais pas s'il est plus détaché, il est différent, ça c'est sûr. Après, on n'a pas l'impression d'avoir des collaborateurs moins investis. Simplement, ils ont une relation au travail. Je pense qu'il y a deux piliers dans leur c'est que vraiment, ils sont plus dans une logique de contrat de mission que de CDI. Donc, ils viennent pour une mission. Quand ils ont terminé ou ils estiment qu'ils ont terminé la mission, il faut les reconvaincre et les remotiver pour accepter la mission d'après. Donc, ils sont dans leur tête dans une logique de CDD, ce qu'on pourrait appeler un CDD, mais plutôt avec cette logique de mission. Et après, effectivement, ils ont une relation au temps de travail et à la place qu'a le travail dans leur vie, qui n'est pas celle que nous, peut-être, on a connue. À partir du moment où on a ces deux caractéristiques, on arrive à les embarquer à partir du moment où les choses sont claires, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle le même langage qu'eux, et surtout qu'on co-construit, parce qu'on voit bien que ces gens-là ont besoin d'être acteurs du projet. Il ne suffit pas de leur donner ce qu'on a dit, cette vision, cette mission, il faut la co-construire avec eux et qu'ils aient vraiment, que ce soit porteur de sens pour eux, mais à la fois parce que l'objectif à atteindre leur parle, mais parce qu'au quotidien, ils vont être acteurs
de ce projet en fait. Acteur du projet, co-construction, ça doit vous parler, Frédéric Pradeil, parce que vous, au CNES, tout ça, vous avez un moyen concret de l'incarner. Ça s'appelle le Créalable. C'est un lieu de travail où les gens peuvent se retrouver et collaborer ensemble, co-créer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi concrètement ce Créalable chez vous? Alors, ce Créalable, c'est d'abord le fruit d'une proposition d'un certain nombre de collègues qui avaient envie de trouver un lieu pour travailler de manière collective, différente. Un lieu d'ouverture aussi sur l'extérieur, sur une nouvelle façon de réfléchir, mais aussi sur les autres. S'ouvrir à l'autre pour mieux partager cette intelligence, l'intelligence de l'autre, et donc imaginer de nouvelles solutions. Et donc c'est à la fois un lieu, c'est une structure d'animation, c'est une programmation quasiment au sens d'une salle de spectacle aussi, pour permettre cette ouverture. Et donc l'enjeu clé qui est derrière, c'est vraiment l'intelligence collective au service de l'organisation de l'entreprise, au service des projets, mais aussi au service des questions qui peuvent tenir à cœur des salariés au regard d'un projet plus personnel. Et donc on essaye de travailler sur ces différents registres. Alors si on comprend bien ce Créalable, ça montre bien que finalement quand on porte de l'attention à un individu en particulier, finalement le bénéfice, il est au bénéfice de l'ensemble du collectif. Quand on parle de tout ça, on se dit que s'intéresser aux attentes des collaborateurs, leur recherche d'autonomie, les efforts qu'ils portent, ça demande beaucoup d'écoute et de proximité. Et je me tourne vers Stéphane Pareil, économie sociale et solidaire, écoute, proximité, enfin, tout ça, ça doit résonner chez vous. Et est-ce que c'est des notions qui irriguent le management que vous avez développé au sein de votre structure? Oui, tout à fait, c'est des notions qui sont fondamentales. Vous l'avez dit, 1700 salariés dans une association, c'est beaucoup. Surtout qu'on a une implantation géographique massive, on a plus de 100 sites géographiques, donc ce n'est pas forcément évident à avoir un encadrement de proximité. Donc le premier point, c'est qu'on a une direction générale, un siège social réduit au maximum pour limiter les strates hiérarchiques dans cette association. Un éducateur spécialisé, il a un cadre de proximité en référence, avec un directeur de pôle et en ligne hiérarchique, après vous avez le directeur général. Donc, on a resserré au maximum cette notion hiérarchique et je l'efface assez vite parce que c'est surtout ce qu'on développe, c'est un espace ouvert d'échange entre l'ensemble des collaborateurs. D'ailleurs, on aime bien le terme de co-élaborateur à l'ARCEA, au service d'un projet commun. Voilà, c'est vraiment le premier point sur lequel je voudrais insister. Le deuxième point, effectivement, la proximité, ça passe aussi par l'interconnaissance, l'échange, l'écoute avec l'autre. Et un échelon, un maillage hyper important, c'est nos cadres de proximité qui encadrent au quotidien des équipes qui, en termes de mission, on peut avoir des prises en charge parfois assez lourdes à accompagner. Donc on fait très attention à nos managers de proximité. Et par exemple, une fois par trimestre, même en période Covid, on a inventé d'autres moyens de communiquer, on passe une journée ensemble qu'on co-anime avec nos cadres sur des thématiques en particulier, on fait venir de l'externe, enfin on irrigue tout ça et ça permet la rencontre. Et la rencontre au service même de la prise en charge, puisque un cadre de proximité du secteur enfant peut discuter avec du secteur adulte et faire des passages d'interaction essentiels à la prise en charge. Voilà. Alain Cadot, la proximité, vous, avec vos collaborateurs, ce management, quand on a préparé cette émission, j'ai trouvé que vous aviez souhaité l'incarner physiquement dans le nouveau bâtiment dans lequel vos équipes vont bientôt emménager. Alors, ça a pris un peu de retard. Le travaux avec le confinement, ça devait être en septembre, mais finalement, ça va arriver dans quelques mois. Racontez-nous en quelques mots l'histoire, pourquoi vous avez voulu créer ces synergies, les réunir sous un même bâtiment, les points forts aussi de ce nouveau bâtiment, et on va le découvrir en même temps en images, pendant que vous nous racontez un peu la jeunesse du projet. Ok. Donc en fait, ça a commencé il y a 13 ans, cette histoire-là. Lorsque j'ai acquis une première structure et j'ai apporté une stratégie qui était plutôt disruptive. Je ne venais pas de ce marché, personne ne me connaissait. Et dans cette stratégie disruptive, j'ai fait porter valeur par l'humain, valeur par le web. On a eu une hyper-croissance, nous, sur l'EBITDA, 1780% en 7 ans de croissance, ce qui nous a donné le label Excellence de BPI, grâce au collectif, grâce à l'ensemble, les outils aussi qui ont beaucoup aidé. Et cette première expérience qui était, pour moi,
j'ai voulu, parce que l'idée a émergé en 2012, j'ai voulu aussi la partager avec tous mes collaborateurs et aussi les amener plus loin dans cette stratégie. Hein. Comme je dis, maintenant je travaille pour la postérité. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour la postérité. Et donc, par rapport à cette dimension métier, il fallait que je m'adosse à une structure qui avait une dimension supérieure à la mienne en termes de cloud, d'où l'aventure CS Valley il y a 4 ans. Et en fait, j'ai souhaité mettre en place une synergie industrielle entre les deux, CIS apportant toute son expertise sur le cloud et Actual Systems étant plutôt orienté négoce dans le monde professionnel, plutôt pousser les offres taillées sur mesure pour Actual Systems. Et les 2 sièges sont distants de 8 km. On a le télétravail aujourd'hui, qui est une autre façon de travailler, mais qui n'est pas forcément l'aboutissement. Parce qu'on se rend compte que malgré tout, on a beau avoir tous les outils, Skype, Teams, tout ce que vous voulez, le téléphone, etc. Lorsqu'on est côte à côte, hormis la présence physique, hein, qui n'est pas neutre, il y a aussi parfois l'écoute interactive. On est les uns à côté des autres, et puis on est sur des open space. Alors, je ne sais pas si le film passe ou pas, mais... Le film est passé. Est passé, d'accord. Il y avait 6 minutes, c'était 6 secondes, donc c'était très rapide. Et donc en fait, le bâtiment est taillé justement pour qu'il puisse y avoir ces échanges interactifs dans un cadre qui n'est pas l'open space tel qu'on peut l'imaginer, puisqu'il y a des zones d'échange informelles, il y a des zones où on peut s'isoler, il y a des terrasses, des balcons, un peu comme si on était chez soi. Et les fondements de ce bâtiment, il y aura même un rooftop si le soir on veut fêter des succès ou recevoir des clients ou entre nous se faire une merguez party, j'en sais rien. Quand le Covid sera passé. Hein. Et donc voilà, donc c'est aussi cet esprit de partage, cet esprit humain, et ce rapprochement pour moi était fondamental pour que les équipes, il n'y ait plus cette barrière de 8 km et que les équipes pluridisciplinaires puissent échanger entre elles et pousser cette stratégie que j'ai mise en œuvre il y a 10 ans. Merci Alain Cadot. Donc on voit bien que la proximité managériale peut passer par une proximité géographique. Au niveau du CNES, le campus c'est 45 hectares. On l'a dit, 1700 collaborateurs. Si on rajoute à la louche les sous-traitants, on arrive à 3000 personnes. On fait comment pour cultiver la proximité managériale quand on est aussi nombreux sur un espace aussi vaste? Alors d'abord, ce que je vais dire, c'est vrai que pour les 2400 collaborateurs du CNES, qu'ils soient à Kourou, au centre spatial guyanais, d'où partent les fusées, le port spatial de l'Europe, qu'ils soient dans les 2 établissements parisiens, sur les fonctions de siège, ou à la direction des lanceurs, ou qu'ils soient basés à Toulouse. Là aussi, je rejoins ce qu'a dit Stéphane. La proximité, un élément clé, et la lisibilité de l'organisation. Et donc, du coup, nous avons une organisation qui se réduit à 3 niveaux. Les chefs de service, le management de proximité, des sous-directrices et des sous-directeurs, et puis un échelon de direction. On s'arrête là, et avec ça, ça nous permet d'avoir une chaîne managériale très directe et en même temps très à l'écoute de ce qu'est chacun. Encore une fois, si on veut placer la diversité au cœur du dispositif, il faut qu'on ait une capacité à écouter l'individu. Donc c'est vrai, des services de taille raisonnable, mais encore une fois, 10 fois 10 fois 10, ça fait vite 1000 personnes. Donc on est vraiment sur cette logique-là, et c'est ça qui nous a conduit à cette organisation. Et se préoccuper de chaque individualité, pour vous, Marc Leverger, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, vous aviez une jolie image qui rejoint un peu les métiers où évolue Frédéric Pradeil. C'est que pour vous, chaque collaborateur, c'est un petit moteur d'une fusée et ils doivent prendre conscience qu'ils sont tous ensemble pour la faire décoller, c'est ça? Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on répète. On essaye de faire alors, ce qu'on appelait avant une plénière tous les 15 jours, maintenant ça s'appelle un Zoom plénière, mais c'est toujours une plénière, on s'adapte. On réunit tous les 15 jours ou tous les 3 semaines les collaborateurs pour leur faire part un peu de là où on en est, des résultats, et on essaye de partager les sujets du moment. Et je pense qu'il n'y a pas une réunion où on ne leur répète pas que en fait, l'entreprise n'existe pas. Qu'il n'y a pas une superpuissance qui s'appelle l'entreprise et que les gens n'ont rien à attendre entre guillemets de l'entreprise, parce que l'entreprise, en fait, c'est une somme d'individualités, c'est tout le monde, moi y compris,
et dans lequel il faut que chacun ait un rôle vraiment d'acteur. Et donc c'est pour ça qu'on dit effectivement chacun a un petit moteur de la fusée, et on voit bien l'image, c'est que s'il y a des moteurs qui sont éteints, déjà la fusée ne va pas aussi loin, et puis s'il y en a un peu trop, elle se déséquilibre. Donc il faut vraiment que chacun comprenne que voilà, chacun a sa place. Et donc le rôle du manager de proximité, c'est bien ça aussi, c'est de s'assurer que, on parle vraiment, le sujet c'est l'unité, c'est que tout le monde soit bien aligné, que tout le monde comprenne bien ses missions, et que à l'intérieur de ça, après, on soit capable de regarder les signaux faibles. Et donc le manager de proximité, lui, son métier, c'est vraiment d'être en proximité et de s'assurer de lever les barrières, de faire que les gens soient vraiment dans cette logique de construction globale, mais où chacun a un rôle individuel. Et justement, au sein de Brico Privé, pour que chacun comprenne son rôle individuel pour contribuer à votre performance, à votre succès, vous avez un rituel pour les nouveaux collaborateurs, pour les accueillir et qui s'immergent de votre projet. Ça s'appelle le onboarding. On a l'impression qu'on monte à l'intérieur d'un avion. Qu'est-ce que veut dire ce terme anglo-saxon? Il y a peut-être des gens qui nous suivent et qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est quoi le onboarding chez vous? Non, mais l'onboarding, c'est notre rituel d'intégration dans lequel on essaye de laisser du temps à la personne pour d'abord bien connaître l'entreprise. Donc ça commence par une semaine où chaque collaborateur va faire le tour des services. Y compris, il va aller à 6 h du matin préparer des colis au centre logistique, il va aller aider les gens du SAV, il va prendre des appels de clients pas contents. Et voilà, il va essayer vraiment de connaître tous les postes. Donc ça, c'est une première étape. Une deuxième semaine où on va partager avec lui les objectifs, où là, il va rentrer un peu plus dans la vie de son service et de ses objectifs et ce qu'on attend de lui, avec une fiche de fonction qui est relativement détaillée. Et puis nous, après, avec Julien, généralement, tous les 3 mois à peu près, on réunit la totalité des collaborateurs qu'on a recrutés et on leur fait une matinée de stratégie où on leur explique d'où on vient, pourquoi on a créé la société, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour que vraiment ils aient une totale et qu'il n'y ait pas ce déphasage entre guillemets des anciens par rapport aux nouveaux et qu'il n'y ait pas une asymétrie en fait de la connaissance et qui pourrait après devenir une asymétrie de la motivation ou de l'intégration, on va dire. Merci beaucoup Marc. Alors nous venons de voir en première partie votre vision du capital humain. On a vu, grâce à ce que vous venez de nous raconter, comment vous arrivez à les fédérer avec différentes actions concrètes. Maintenant, nous allons parler du développement de son capital humain. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, Alain Cadot, mais pas que. Formation, mobilité, recrutement, tout ça, ce sont autant de sources d'investissement, en sachant qu'à aucun moment, le capital humain, il n'appartient à l'entreprise. Et que finalement, l'entreprise, elle n'est pas propriétaire de ses collaborateurs, alors qu'elle a contribué à les développer. Alors, j'ai envie de vous la jouer un peu provoque. On paye pour des gens qui, du jour au lendemain, peuvent aller ailleurs. Qu'est-ce que ça peut vous amener comme réflexion? Est-ce qu'on investit à perte quand on investit dans le capital humain? De la même manière, je pourrais vous répondre en provoque. Et alors Voilà, mais vous avez raison. En fait, on est dans une compétition mondiale, faut le savoir, c'est pas une utopie. On n'a pas le monopole de l'intelligence en France. Et pour pouvoir évoluer dans cette compétition mondiale, il est clair qu'on doit former nos collaborateurs. Bon, déjà, nous sommes dans des métiers technologiques, donc il y a déjà une barrière à l'accessibilité au poste. On peut avoir des autodidactes brillants aussi. Mais au moins pour l'embauche, ça nécessite d'avoir des compétences dans nos domaines d'activité. Une fois qu'on a ces compétences et qu'on rentre dans le métier, ce n'est pas suffisant, puisque nos métiers évoluent en permanence. Les technologies évoluent en permanence, donc on doit former nos ingénieurs, nos techniciens. Et dans mon esprit, je préfère former mes collaborateurs, les tirer vers le haut, plutôt que de craindre qu'ils partent à la concurrence avec toute cette formation. Parce que j'aurai en face de moi, s'ils vont en concurrence, des concurrents bien formés, et la bataille ne sera que plus glorieuse. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric Pradeil au CNES, on imagine que, on l'a dit tout à l'heure, vous embarquez l'humanité, donc qu'ils adhèrent plutôt globalement au projet et que ça ne doit pas trop bouger chez vous, le capital humain. Alors, c'est vrai, nous avons des collègues qui font toute leur carrière au CNES, mais je crois que c'est ça aussi qui nous permet, par exemple, de faire les satellites qui prennent les images, qui ont guidé les secours, pas plus tard que la semaine dernière, lors des catastrophes
en région niçoise. Eh bien, ces satellites extraordinaires qui sont capables de faire des photos où on voit des détails de quelques dizaines de centimètres. C'est grâce à ces ingénieurs qui passent leur vie professionnelle au sein du CNES. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a... voilà, et qui sont au top niveau mondial. C'est pour ça que la NASA veut travailler avec nous et que toutes les grandes agences veulent travailler avec nous sur les sujets les plus compliqués. Alors, du coup, ça donne un turnover qui est très très faible. On est largement en dessous des 5%. Néanmoins, ce turnover, pour nous, il est fondamental pour 3 raisons, très rapidement. La première, c'est que grâce au départ, on a aussi un renouvellement, et dans un univers qui change énormément, nous sommes au cœur de l'économie numérique, au-delà de la science et de la défense. Eh bien, ça nous permet de nous adapter à notre contexte et à ces enjeux de renouvellement des connaissances. Les départs vers l'extérieur sont des facteurs de rayonnement. Quand nous avons des jeunes collègues qui, à 35-40 ans, créent leur entreprise pour créer l'économie d'aujourd'hui et de demain, c'est un facteur de rayonnement extraordinaire pour nous. Et puis, à la limite, peu importe où ils sont, ce sont des relais extraordinaires pour expliquer ce truc un peu particulier qu'est le spatial. C'est quand même loin. Les choses les plus proches, comme la station spatiale, sont à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. On a du mal à l'appréhender. Voilà. Alors, dans ce que vous dites, Frédéric, il y a la notion de mobilité, de son capital humain, qui peut être un vrai atout. Stéphane, je me tourne vers vous. Vous en êtes d'ailleurs un peu une parfaite illustration, car vous êtes la personne qui a le plus bougé chez Arcea. L'association, on peut le dire, a bien investi dans votre propre capital humain. Non, plus bougé, je ne suis pas sûr. En tout cas, vous avez beaucoup évolué. En tout cas, peut-être dans le top 5, je pense que j'y suis, c'est sûr. J'ai le plaisir d'occuper le poste de directeur général depuis 1 an. Mais dans cette association, j'y vis en vie professionnelle depuis 14 ans. J'ai occupé 5 postes dans différents champs d'activité. Et mon dernier poste, avant d'être DG, j'étais DRH. Donc j'ai pu accompagner certains travaux, dont la mobilité, puisque c'est un sujet, quand je l'ai appréhendé à l'Arcea avec les élus, les organisations syndicales, et je peux dire que c'était un sujet un peu tabou. En fait, il y avait un contexte défavorable à bouger à une certaine époque. Et bon, en travaillant au tableau blanc, comme j'ai pu vous l'exprimer à un moment donné en préparant cette interview, on a avancé ensemble sur un processus de mobilité. Donc on organise des campagnes de mobilité de façon annuelle, et ça marche plutôt bien. Il y a du succès. Voilà. Bon, j'en suis très heureux, surtout qu'au départ, dans ma carrière, j'ai eu parfois, sur des situations particulières, à contraindre des gens à bouger. Voilà. Pas évident, mais toujours dans l'intérêt du collaborateur. Et quelques années après, par moment, quand je recroise tel ou tel professionnel, finalement, je considère a priori que je n'ai pas fait des mauvais choix à ce moment-là. Voilà. Cette mobilité était révélateur d'un potentiel. Ah oui, pour moi, c'est un catalyseur, c'est un développeur de potentialité, parce qu'on peut ne pas être bien à un endroit et s'exprimer à un autre pleinement. Alain Cadot, tout à l'heure, vous nous avez expliqué très clairement votre position quant à la nécessité de former les collaborateurs. Si je vous parle recrutement et fidélisation, quels sont vos principaux enjeux sur ce sujet ? Encore une fois, il faut, quand on vient au travail, qu'on ait un cadre où on puisse se sentir à l'aise. Certes, la partie immobilière est importante, mais aussi le partage des valeurs est importante. Il faut qu'on ait ces mêmes ambitions, ce même courage aussi, de pouvoir, trouver ensemble les solutions qui amènent notre entreprise à évoluer en permanence. Et moi, de mon côté, pour qu'on puisse avoir aussi cette évolution au sein du groupe, je me dois de développer de plus en plus l'entreprise. Je suis condamné à me développer, mais c'est une condamnation que je prends à bras le corps. Et pouvoir proposer, on parlait de mobilité, pouvoir proposer effectivement des passerelles au sein du groupe pour ceux de nos collaborateurs et collaboratrices qui veulent évoluer. C'est donner des perspectives d'avenir, ne pas dire aujourd'hui tu es à ton poste jusqu'à ta retraite. Je pense que ça serait terrible. Merci beaucoup. Stéphane, pareil. À l'Arcea, la moyenne d'âge c'est 49 ans
à peu Oui, près. oui, j'ai écouté Donc- la moyenne d'âge. C'est pas la même, on est bien d'accord. Donc c'est pas les mêmes 40 ans, problématiques. c'est mon âge en plus, donc vous voyez. Donc va se poser ou se pose peut-être déjà la question d'injecter du nouveau capital humain. Vous comptez vous y prendre comment pour attirer de nouvelles forces vives? Alors, on a suivi, hein, comme tous, dans ce contexte de crise Covid et dans les mesures du gouvernement, insister sur l'emploi des jeunes, notamment à travers l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose qui nous plaît bien, nous, à l'ARCEA, dans le sens où être à la fois sur le terrain prenant et en pédagogie, ça nous parle, d'autant plus qu'on a, en plus, au sein de l'association, une école en travail social. Donc on forme des éducateurs, des moniteurs éducateurs, etc. Donc on s'est saisi de l'aide de l'État, hein, du gouvernement, pour aller chercher l'aide. Mais quand je dis aller chercher l'aide, c'est-à-dire que 5% de l'effectif total de l'association doit être en contrat en alternance. Concrètement, ça veut dire qu'en termes d'objectifs, pour aller chercher cette aide, il faut recruter 70 apprentis, plus de 70 apprentis, ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Alors, si on est en dessous de cet objectif, mine de rien, c'est 600 000 € de budget en moins et ça compte dans nos activités. Mais au-delà de la partie financière, donc moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse toutes les équipes, c'est effectivement d'injecter, je ne sais pas si le terme est bon, mais une forme de jeunesse à une dose un peu instantanée et qui nous permet de penser autrement aussi les parcours. C'est-à-dire que quand on embauche 1-2 apprentis dans une unité, ce n'est pas forcément significatif en termes de mouvement. 70, d'un coup, là, on peut travailler les choses différemment. Merci beaucoup Stéphane. Le temps passe très vite. Il nous reste un petit quart d'heure pour cette émission spéciale Harmonie Lab Entreprise consacrée au capital humain. On a parlé de la vision, on a parlé de comment le fédérer, comment le développer. Maintenant, on va parler de notre 4e axe, comment le préserver, anticiper notamment tous les risques psychosociaux. On en parle maintenant. Et à ce sujet, Marc Levergeot, on va débuter avec vous. Vous nous disiez tout à l'heure que travailler dans le web, c'est l'instantanéité, c'est source de stress permanent, ça ne s'arrête jamais. Il y a ce sentiment d'urgence. Quelle action vous avez mis en place pour préserver de ce stress votre capital humain qui fait votre entreprise? C'est vrai que en préparant l'émission, ce qu'on a dit, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas forcément conscience, mais le web, ça ne s'arrête jamais. Il y a une forme d'addiction en fait, qu'on développe parce qu'on voit des commandes tomber tout le temps, le dimanche à 1h du matin, et puis on est toujours stressé que le site tombe, donc il y a une question où on est en production permanente en fait. Et ça crée pas forcément des bons réflexes, et ça crée un niveau de stress chez les gens assez élevé parce que d'abord on a l'impression qu'on est un peu dans une machine qui ne peut pas s'arrêter en fait, et puis on a un peu tendance nous aussi en tant que manager à être tout devient urgent, tout devient important en fait, et bon. Donc ce n'est pas forcément pour la santé mentale des gens très bon, surtout quand c'est nous qui demandons les choses. Donc on a décidé de mettre en place un baromètre qui s'appelle Pulse, qui est mis en place par une start-up la toulousaine qui s'appelle Blixo. Et en fait, on interroge les collaborateurs tous les 15 jours de façon anonyme, via une appli. Et on leur pose des questions, comment ils se sentent, leur niveau de stress, est-ce qu'ils ont confiance dans leur manager, est-ce qu'ils comprennent la stratégie. C'est un algorithme en plus assez complexe qui fait que les questions sont reposées de façon un peu aléatoire, semaine après semaine, un peu différemment. Et du coup, ça nous donne vraiment un baromètre. Nous, c'est un outil, on ouvre toutes les sessions du COMEX avec ce baromètre pour essayer de voir un peu déjà où est-ce qu'on en est globalement. Et puis c'est surtout un très bon outil pour commencer à détecter les signaux faibles et s'occuper soit des personnes, soit des services dont on sent qu'à un moment donné, ils sont un peu moins embarqués parce qu'ils connaissent des difficultés, parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'on a des difficultés techniques. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, c'est un très bon outil et les gens se sont tout de suite appropriés. Alain Cadot, on le voit, préserver son capital humain, ça passe par la mesure de l'engagement. Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs, quels qu'ils soient, pour mesurer le niveau d'engagement de vos collaborateurs? Écoutez, déjà, dans des entreprises de notre taille, même si ça reste relativement modeste, on a des obligations par rapport au code du travail d'avoir des entretiens individuels pour mesurer, sans passer par des algorithmes, pour mesurer le bien-être de la personne, mesurer son avancée, voir elle-même si elle a des besoins formulés. Ça, c'est le passage, je dirais, un petit peu obligé. Moi, je préfère les stand-up meetings, la spontanéité,
pour sentir au quotidien, sentir battre le pouls d'entreprise. Alors c'est vrai que je ne peux pas être derrière 200 personnes, mais j'ai quand même une proximité assez forte. Mon bureau n'est jamais fermé. On a mis des outils aussi de communication, hein. On l'appelait BeConnect, parce qu'on est sur un bâtiment qui s'appelle le Hive Connect, etc. Donc, voilà, on essaye de garder quand même cette proximité avant tout humaine. Et de confiance à votre sens au quotidien là, pour voilà, ressentir ça. un petit peu. Je suis peut-être un petit peu old school par rapport à ça, non, mais j'ai une vraie proximité avec les gens, quoi, en fait. Et puis on voit qu'avec le nouveau bâtiment, ça va s'accentuer davantage encore. Isabelle, on va peut-être demander son avis aussi à Frédéric Pradet sur cette question, parce que vous êtes un énorme village, vous, jusqu'à 3000 personnes si on compte les sous-traitants. Est-ce que tout est beau, tout est rose et dans ce campus toulousain? Non, je ne vous raconterai pas ça, personne ne le croirait. Par contre, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer par rapport à ces sujets-là. Encore une fois, je vous ai expliqué l'organisation qui est au plus près de chacun des collègues. J'ai deux principaux outils. On parlait d'engagement au début, la diversité des engagements. L'engagement syndical est une forme d'engagement au profit de l'entreprise qui est quelque chose de majeur. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un dialogue social, alors qu'il peut être rugueux quand on n'est pas d'accord, etc., mais qui est vraiment fondamental et extrêmement constructif. C'est un élément clé de la circulation de l'information pour mesurer le pouls de l'entreprise et trouver, au-delà de ça, trouver des solutions ensemble. Et puis le deuxième outil que j'ai la chance que mes prédécesseurs y réfléchissent beaucoup, nous avons ce qu'on appelle un observatoire de la vie au travail, qui, sur la base d'un peu de questionnaires aussi, alors nous c'est la méthode Everest, avec une personne qui a un diplôme d'université sur ces sujets-là, nous permet d'exploiter aussi et d'avoir une vision un petit peu statistique, mais qui va nous permettre de décliner au niveau de chacune des structures les bonnes démarches, encore une fois au plus près du terrain, pour traiter les sujets quand il y en a. Merci. Stéphane Pradet, quand on parle d'économie sociale et solidaire, forcément ça fait référence à des métiers qui sont psychologiquement très très prenants. Comment vous faites pour prévenir vos équipes ? C'est vrai, c'est-à-dire que nous, le capital humain, c'est le carburateur même de l'assaut, parce qu'il y a double effet, c'est-à-dire que quand un professionnel ne va pas bien, qui peut être absent pour X raisons, ça a un impact à un autre niveau sur les personnes que nous accueillons dans leur quotidien, où les équilibres sont fragiles en termes de sérénité d'équipe, hein, et à un moment donné, on peut avoir comme ça des effets qui peuvent être assez compliqués à gérer, hein, sur une maîtrise, une non-maîtrise à un moment donné d'un absentéisme, hein. Donc on est très très vigilant à ce que tous nos collaborateurs puissent être bien dans des conditions de travail. Et par rapport à ça, chacun ses outils, moi je l'entends, c'est très intéressant. On a souhaité avoir un référentiel qualité au travail intégré, c'est-à-dire qui nous ressemble, qui interroge nos pratiques, parce qu'on accompagne beaucoup nos professionnels à tous les stades de leur carrière, du début jusqu'à la fin de carrière. Et donc c'est vous les maîtres acteurs de ce référentiel qu'on a construit, encore une fois, mais ça c'est la collaborative énergie de l'RCA, avec toutes les parties prenantes, un an de boulot sur le référentiel, mais quelque chose de simple, efficace, mais qui donne surtout la parole aux acteurs que sont nos salariés. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane, alors dans un instant, on va entrer dans la dernière ligne droite de cette émission. On fera un petit point assez rapide sur la crise sanitaire et comment votre entreprise la vit au quotidien. On ne reviendra peut-être pas ensemble sur la période de confinement, mais on va se concentrer plutôt sur l'avenir et vos enjeux pour demain. Mais avant de passer à cette dernière partie, une question. Parce qu'on est en période de crise, on se dit, il faut avant tout, c'est la trésor, c'est la finance qui compte. Est-ce qu'on doit continuer à investir dans son capital humain malgré toutes les difficultés qu'on connaît? Alain Cadot, votre avis sur cette question? Au contraire, je pense que c'est le moment ou jamais d'investir. C'est en période de crise, bien sûr. Quand l'entreprise fonctionnait déjà normalement avant, je parle, hein. Mais il est évident que c'est le moment d'investir pour se préparer quand ça va redémarrer. J'ai déjà vécu cette expérience en 2008-2009 sur cette première acquisition, ce premier LBO. C'était une période qui était très chaude et je n'ai pas écouté mon expert comptable, hein, j'ai fait le contraire. J'aurais pu réduire les ressources, contenir un peu plus les investissements, etc. J'ai fait tout le contraire.
Et quand on est sorti de la crise en 2010, l'effet a été immédiat. Alors, bien sûr, il y a eu tous les investissements d'outils, humains, formation, etc. Donc aujourd'hui, avec ce groupe, je continue à investir. Bon, la partie n'est pas simple, hein, c'est pas évident, mais pour autant, lundi, on recrute notre tout nouveau directeur commercial France. Voilà, donc on ne lâche pas prise, bien au contraire. Et c'est le conseil que je pourrais donner d'ailleurs en période de crise. Surtout, n'ayez pas peur, avancez, foncez, si vous avez déjà des acquis structurés et solides. Merci pour votre point de vue. Marc Leverger, Frédéric ou Stéphane, rapidement, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir? Est-ce qu'il faut continuer à investir? Particulièrement, oui. Oui, c'est essentiel. Alors, moi, lié à la structuration de l'association, la partie financière est beaucoup moins impactée hein, que sur l'entreprise commerciale. Voilà, je dois d'ailleurs le saluer, c'est-à-dire l'État, les conseils départementaux ont joué le jeu de continuer à nous accompagner en termes de ressources financières. Donc, on a, nous, joué le jeu de maintenir, par exemple, le salaire à 100% de nos collaborateurs pendant cette période très délicate du confinement, mais j'en parlerai peut-être après. Donc effectivement, je pense qu'Isabelle, on peut se dire que sur ce sujet, on vous a vu acquiescer, je crois que tous les quatre, investir dans son capital humain. Il faut continuer, la confiance d'être là malgré la crise financière. On va passer à notre dernière partie. Et oui, on va continuer à parler de la crise du Covid pour terminer cette émission, et notamment la manière dont le capital humain a été mis à l'épreuve. Ça va être très intéressant d'avoir votre vision sur la manière dont vous pouvez vous projeter dans les semaines et les mois à venir. Nous entamons la dernière partie, le capital humain à l'épreuve du Covid. Alors on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir au mois de mars. Nous sommes en période où nous sommes confinés. Toutes les entreprises, ou presque, ont dû revoir leur méthode de travail en laissant une place accrue au télétravail ou au travail à distance. Frédéric Pradeil, quand on pense au domaine spatial, on n'imagine pas forcément qu'on puisse faire ça en télétravail, et pourtant, on peut. Racontez-nous. Et pourtant, on peut, donc l'annonce tombe 15 ou 16 mars. 16 mars pour un confinement le 17 à midi. Voilà, imaginez que le vendredi 12 mars, il y avait encore 3000 personnes qui venaient travailler normalement sur le site. Le 18 mars, il n'y en avait plus que 80. Et à de rares exceptions près, tout le monde a été mis en télétravail. L'activité s'est poursuivie parce qu'on avait des activités opérationnelles. Il y a des gens qui ont opéré les robots martiens depuis leur maison. Et puis, on le devait aussi vis-à-vis de l'ensemble de la filière industrielle, au service de laquelle nous sommes en tant que membres de l'appareil d'État et au service des politiques publiques. Et voilà. Et en jouant sur ces deux registres, et grâce à l'outil informatique, on a pu le faire et accoler et additionner, adossé à une culture managériale, encore une fois, de la proximité. Eh bien, il y a énormément de choses qui se sont mises en place pour que les collaborateurs se sentent le moins isolés possible et le plus embarqués possible et continuent sur la dynamique. Vous, de votre côté, Marc Leverger, j'imagine que vous êtes un acteur du web. Il y a dû avoir beaucoup de boulot pour vous. Votre chiffre d'affaires a dû prendre un envol incroyable pendant le confinement. Ouais, nous, on fait partie des gens qui ont été fortement privilégiés, on va dire, pendant le confinement. On a connu des semaines où on a multiplié les chiffres d'affaires par 4 par rapport à l'année d'avant. Donc, faut encaisser. Et finalement, alors d'abord pour ce qui a été du télétravail, on a des méthodes en fait quasiment on s'est aperçu qu'en fait on travaillait collectivement en télétravail les uns à côté des autres. Donc en fait, quand on a eu besoin de mettre les gens en télétravail, ça nous a pris une demi-journée. On avait d'abord rien en physique, pas de serveur, pas de truc, tout dans le cloud. Donc on n'utilise que des logiciels SaaS. Donc on n'a pas eu de problème matériel en fait pour mettre les gens en télétravail. Et puis dans la culture, on a une espèce de process qui fait que les gens, ça a été assez simple. Le point de vigilance, ça a été de s'apercevoir qu'il y avait des gens pour qui le télétravail, ce n'était pas une question forcément de relation avec l'entreprise, mais était plus compliqué. Ces gens-là, on les a coachés individuellement, la RH les a appelés. Parce que voilà, soit des conditions matérielles, soit des gens qui, parce que la période était un peu stressante, vivaient un peu moins bien le fait d'être à distance et avaient moins d'interaction avec les gens. Après, en termes de business pur, on avait plutôt anticipé les choses. On avait regardé ce qui s'était passé en Europe, en Espagne, en Italie,
15 jours avant. On avait vu en fait le trafic l'arrêt des magasins, tout ça. Donc on avait anticipé, on a fait beaucoup de stocks, on avait appelé les fournisseurs pour leur dire la supply chain va s'arrêter, il faut se préserver. Donc franchement, ça a été une période où à la fois on a eu beaucoup de chiffre d'affaires et on a plutôt bien opéré ce chiffre d'affaires. Même les clients étaient même surpris d'ailleurs qu'on soit capable de les livrer finalement. Donc ça a été plutôt une période assez faste. Le point de vigilance, le gros point de vigilance, ça a été l'entrepôt. Parce que d'abord, il a fallu au début, il y a eu un peu une tour d'arrêt en ne comprenant pas pourquoi. En plus, il y avait une période un peu pas très claire sur on a le droit d'ouvrir, on est un commerce essentiel, on ne l'est pas. Bon. Donc voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps tous les matins, 6h30 du matin, je suis allé voir les gens d'entrepôt pour leur rappeler d'abord voilà, pourquoi on faisait ça, le rôle qu'on avait vis-à-vis des Français qui étaient chez eux et qui avaient envie de bricoler, la relation à la marque. Voilà, on a essayé de les embarquer et ça s'est vraiment plutôt bien passé. Les gens ont été même très motivés parce qu'ils ont trouvé un rôle, ils avaient vraiment l'impression de participer à un rôle de la société en fait. Donc ça, voilà. Cette période-là a été plutôt bien. C'était après que c'était moins bien. Oui, on va pas évoquer le moins bien. On va rester sur cette note. On va rester sur du positif. On est dans une émission positive. Mais cela dit, voilà, de savoir que parfois il y a des écueils et que même quand il y a une très bonne gestion globale, on est amené à gérer des écueils, c'est aussi ça, et c'est ce que cette crise nous a démontré. Merci beaucoup, messieurs. Alain Cadot, vos collaborateurs et vous-même, vous avez vécu comment le confinement? Alors moi, ça a été une expérience plutôt étrange parce que j'étais à mon bureau au Canada quand c'est arrivé, au Québec, et je connais l'aéroport de Montréal sur le bout de mes doigts, et ce dimanche soir, il était désert, quoi. Donc je ne savais pas si j'allais pouvoir rentrer en France. Et donc, à peine arrivé le lundi, à peine le temps de prendre une douche, de manger, j'ai été tout de suite rejoindre mes collègues, mes collaborateurs, et pour prendre ces décisions de télétravail. Donc on a la chance, nous aussi, d'être dans le monde de la technologie. Donc ça a été simple de mettre tout le monde au télétravail. Après, chaque collaborateur a réagi en fonction de son propre cas, cas personnel. On a des gens isolés, des célibataires, on a des familles, on a des gens avec des santé un peu plus fragiles que d'autres. Donc chacun a vécu ce confinement avec son propre entourage, ses propres perceptions. Et en tout état de cause, on a amélioré, on a amélioré, ou en tout cas on a constaté une amélioration, une certaine forme de productivité dans certains services. On l'a considéré certainement parce que, le fait d'être complètement enfermé, avec des interdictions fortes de sortie, mettait les gens dans des situations de travail permanent, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je peux bosser 70 heures par semaine, c'est mon problème. Mes collaborateurs ne doivent pas avoir cette approche du travail en ce sens. Alors c'est vrai que certains dossiers nous amènent parfois à faire des heures complexes, mais on doit quand même aussi préserver sa vie personnelle. Je pense que on a de la chance de faire des métiers qu'on a choisis parce qu'on a été formé pour, mais je pense que le nœud fondamental de notre vie d'être humain, c'est l'humain, en fait. Le travail, je ne vais pas dire qu'on le fait toujours pour le plaisir, mais si on peut prendre du plaisir, c'est tant mieux. Donc après, derrière cela, en ce qui me concerne, moi je suis allé au travail tous les jours et tout le monde était en télétravail. Donc sur un plateau, sur des bureaux de 2000 m², on était 4, donc c'était un peu étrange. Donc je suis venu tous les jours comme si de rien n'était parce que j'aurais eu l'esprit d'abandon, un peu comme le capitaine qui quitte son navire. Donc je ne pouvais pas le faire. J'ai profité de cette période-là aussi pour préparer le déconfinement et me battre pour acheter des masques, des produits, enfin faire des choses assez incroyables. Et quand on a su que le déconfinement aurait lieu, je crois, le 11 mai, on a lancé un sondage auprès de tous nos collaborateurs pour savoir ceux qui voulaient rester, parce que c'est vrai qu'on était dans un flou, on est toujours un peu d'ailleurs, dans un flou complet sur cette propagation, sur ces dangers, sur est-ce qu'il faut se faire détecter, pas se faire détecter, est-ce qu'il faut faire des tests PRC, des tests sanguins, on ne savait pas trop, est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Voilà. Donc on a lancé un sondage auprès de tout le monde pour savoir ceux qui voulaient rester en télétravail, parce que pour des raisons qui leur sont tout à fait personnelles, ceux qui voulaient revenir travailler au bureau, ceux qui voulaient mixer. On a même proposé, pour ceux qui le souhaitaient, de payer les tests pour les rassurer éventuellement, ce qui est en somme toute
une forme de satisfaction qui est très brève, parce qu'une fois qu'on sait qu'on n'est pas contaminé, on sait qu'on peut être contaminé après, quoi. Stéphane, pareil, on va terminer ce petit tour de table avec vous. En quelques mots, ça a dû être aussi compliqué chez Arcea. Je pense que certains établissements ont dû être assez affectés. Ça n'a pas dû être simple dans vos métiers de l'économie sociale et solidaire, ce confinement. Ouais, surtout que, pour à titre personnel, ça fait 6 mois que j'étais en fonction sur le poste de Vous DG. avez fait un crash test. Un crash test, un baptême du feu, bon, voilà, impeccable pour prendre ces nouvelles fonctions. C'est sûr qu'en 24-48 heures, on a des activités assez diverses dans l'association. Avec d'un côté, par exemple, tout un secteur où on accueille des personnes vulnérables 365 jours, 24-24. Donc là, il est impensable de fermer quoi que ce soit. Et par exemple, sur le secteur enfant, un peu en parallèle de ce qu'a fait la fermeture des écoles, on a dû fermer nos structures. Mais fermer nos structures, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait en termes de continuité de prise en charge après, hein, parce qu'on a par exemple des personnes qui souffrent de troubles psychiques importants, et donc on s'est réinventé, y compris en télétravail, en visio, en téléconsultation, en télémédecine. Enfin, on a réinventé nos pratiques en très peu de temps. Merci beaucoup. Alors nous approchons doucement du terme de ce Harmony Lab. Je crois qu'on est même déjà un petit peu en retard. Oui, comme on est bien entre nous, on a encore une petite question et puis qu'ils à leur ont poser. beaucoup de choses à nous dire. Dans un instant, Stéphane Cargolet, directeur de la région Sud-Ouest, viendra conclure l'émission. Mais avant un dernier tour de table, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire quand il s'agit de parler de vos salariés, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Et bien maintenant, on va parler de vous. Parce que finalement, vous êtes à la barre, donc votre propre capital humain. Je vois des têtes qui dodelinent parce qu'ils doivent se dire « Oh là là, non, pas parler de nous ». Quand on est dirigeant, gérer son propre capital humain, c'est quand même quelque chose de très important pour les structures dans lesquelles vous êtes. Et puis finalement, vous n'avez pas d'autre choix que d'être en auto-vigilance. Alors là, on va vous demander vos petites astuces, vos petites clés. Qu'est-ce que vous faites pour protéger votre propre capital humain? Et je me tourne vers Frédéric Pradeil pour vous demander vos astuces. Moi, j'ai qu'une astuce, c'est m'appuyer sur la confiance que me font les gens avec qui je travaille. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle j'arrive à m'appuyer. Moi, je leur fais une vraie confiance et voilà. Et je m'appuie sur ceux qui me font confiance et voilà. C'est la que ça soit confiance partagé. Ouais, c'est la qui vous confiance, permet de le mot. préserver intérieurement et donc de Ouais. pouvoir préserver votre propre capital. La confiance pour vous, Marc Leverger, ça passe par quoi l'entretien de votre capital humain? Alors, ça passe déjà par se préserver ou s'aménager des moments à soi. Et en fait, le sport et la famille, en fait, hein, pour faire simple, hein, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais je pense qu'il ne faut pas y renoncer, il faut gagner la tentation de renier sur ces parties-là et de repousser. Et je pense que ça, c'est essayer de s'y tenir. Et puis après, moi, je pense que en fait, j'essaye d'être honnête avec moi-même. En fait, l'honnêteté intellectuelle pour pas me générer entre guillemets un stress ou me mettre dans une situation qui n'est pas celle que j'aurais aimé avoir. De votre côté, Stéphane, pareil, c'est quoi vous préservez comment, vous, votre capital? Je rejoins assez ce qui vient d'être dit, en sachant qu'en plus, moi, ce métier-là, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc on peut y passer beaucoup d'énergie. Ça régénère, mais ça peut épuiser en même temps. Voilà. Je pense qu'on vit un peu les mêmes choses. C'est mes proches. Quand je parle de mes proches, famille, amis, etc., et mes proches collaborateurs. Je rejoins aussi la notion de confiance qui, pour moi, est essentielle. Être bien, être en confiance avec ceux qui nous entourent, c'est eux qui ont une certaine vigilance par rapport à, comment je pourrais dire ça, à mon implication. La famille, le sport, la confiance, la passion également de vos métiers. Alain Cadot, on va terminer avec vous. Est-ce que vous rejoignez ce que viennent de nous dire nos trois dirigeants? Vous avez une approche totalement différente pour vous préserver. Écoutez, au risque de vous décevoir, non. Non, c'est évident. D'abord, on fait des métiers de passion, hein, sinon je ne pense pas qu'on résisterait à tout cela. C'est engageant, donc effectivement, je rejoins Stéphane, il faut avoir une hygiène de vie personnelle. Un des principaux piliers aussi, c'est notre famille. Hein, c'est important quand on a la chance de faire ce métier-là, d'avoir aussi une famille qui vous soutient. C'est important. Et la confiance aussi qu'on donne à nos collaborateurs, même si elle n'exclut pas le contrôle de temps en temps. Hein. Et surtout, je pense,
on peut être rugueux sur la forme, mais fondamentalement, il faut aimer les gens, quoi. Et nous allons conclure cette émission avec le directeur d'Harmonie Mutuelle Sud-Ouest qui est aux côtés d'Isabelle. Il s'appelle Stéphane Kergourlet. On te retrouve, Isabelle, aux côtés de Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça fait 1 heure que l'on parle avec nos intervenants de cette notion de capital humain. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, je n'ai pas envie de conclure parce qu'effectivement, on voit que les échanges sont denses et il y a encore beaucoup de matière, à mon avis, à investiguer sur ce champ du capital humain. Je retiens d'ailleurs que le mot capital humain aussi peut générer des interprétations qui sont un peu différentes et peut-être qu'il faudra qu'on fasse quelque chose autour de trouver la bonne dénomination de ces individus qui forment un collectif. En tout cas, je voulais déjà vous remercier sincèrement d'avoir partagé. Alors, ce n'est pas un sujet, mais je crois que c'est plus des convictions. Et en tant que dirigeant, vous portez des convictions sur ces sujets-là et qui sont toujours très très intéressantes pour nous qui faisons effectivement de la préservation de la santé des salariés un élément fondamental. Je retiens 2 choses et la période peut-être a cristallisé cette transformation que nous sommes en train de vivre. C'est effectivement beaucoup de mutations pour les entreprises et ça exerce bien évidemment des pressions constantes sur les entreprises, aussi bien en matière de performance que de transformation. Et d'un autre côté, je dirais que ces transformations perpétuelles aussi sont très exigeantes pour les salariés. Alors là, on a vu sûrement effectivement de très belles pratiques et des dirigeants très vigilants à effectivement prendre soin de leurs collaborateurs. Mais on sait aussi que si on ne prend pas soin de cette transformation perpétuelle, ça peut générer aussi effectivement un certain nombre d'effets indésirables. Ça peut être du stress, ça peut être une détérioration de la santé aussi des salariés, de l'absentéisme. Donc ces sujets sont bien évidemment très très importants à prendre en compte. Vous nous avez finalement démontré qu'on pouvait concilier performance et aussi engagement des collaborateurs. Donc c'est aussi une source finalement d'inspiration pour un certain nombre d'entreprises. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, 72% des dirigeants considèrent que le risque humain est le risque le plus fort de l'entreprise. Donc je pense qu'on est tous convaincus effectivement que ce bien précieux qu'est nos collaborateurs, il faut savoir le préserver. Alors effectivement, on est sûrement convaincus de ce sujet-là et Harmonie Mutuelle plus que jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi transformé aussi et nous sommes sortis finalement de cette simple logique d'assureur de santé et de prévoyance pour effectivement accompagner les entreprises, les dirigeants finalement à mieux gérer le capital santé des salariés au sens le plus large possible. On parlait tout à l'heure, et Catherine Touvray l'évoquait, de santé globale. Et c'est aussi toute la transformation que nous sommes en train de mener. Donc bien évidemment, nous accompagnons les entreprises sur de l'ingénierie sociale, sur des frais de santé, sur de la prévoyance. Nous les accompagnons aussi sur des diagnostics, et j'ai vu que là, il y avait 2 ou 3 entreprises qui effectivement mettaient en avant des mesures pour analyser leurs risques propres. Et effectivement, nous pouvons accompagner les entreprises sur des diagnostics qui peuvent être diagnostics d'engagement, RPS et d'absentéisme. Mais surtout, nous construisons aussi avec chaque dirigeant finalement des solutions concrètes et diverses pour nourrir aussi leur politique de santé au travail. Et là, voilà, nous avons un maximum d'exemples. Alors, la santé du dirigeant, c'est aussi quelque chose que nous abordons parce que souvent, le dirigeant ne prend pas soin de sa santé. Donc, la santé du dirigeant et de ses salariés, nous pouvons les traiter avec eux, effectivement, sur des actions de prévention. On a beaucoup soutenu les entreprises sur des actions de soutien psychologique dans la période, puisque, effectivement, de nombreux collaborateurs ont eu du mal aussi à vivre cette période. Et puis, il y a beaucoup de risques émergents et je pense que ça pourra faire l'objet d'un futur Harmonie Lab. On en a parlé tout à l'heure, Catherine Touvray aussi, des questionnements de plus en plus forts des salariés sur comment on les accompagne pour la garde de leurs enfants. Comment, effectivement, aussi, on peut s'occuper de la charge mentale des aidants dans une entreprise. Donc ça, ce sont des sujets aussi sur lesquels nous accompagnons les entreprises et sur lesquels, voilà, je pense que ça pourrait faire l'objet aussi de sujets complémentaires. Et c'est pour ça que je ne voulais pas forcément faire une conclusion, mais... c'est une conclusion qui ouvre des portes. Voilà, vous aider en tout cas à continuer à préserver ce dialogue et puis à faire en sorte que cette conviction qui nous rapproche soit celle de la plupart des dirigeants de demain. Merci beaucoup Stéphane. Et la vraie conclusion, elle arrive maintenant. On a dépassé d'un petit quart d'heure. Mais vous le savez bien, c'est le fameux quart d'heure toulousain. C'est ce qu'on aime, c'est que le sujet était tellement passionnant qu'on vous a gardé un petit peu avec nous. En tout cas, j'espère que vous qui nous avez suivis un peu partout, tout s'est bien déroulé en termes
techniques que vous avez appréciées, ce premier Harmony Lab 100% digital. Je remercie toutes les équipes techniques du lycée des Arènes de Toulouse. Également un grand merci à nos 4 dirigeants d'avoir pris du temps dans leur planning pour être avec nous ce soir. Et puis je vais laisser forcément le mot de la fin à Isabelle, avec qui j'étais ravi de co-animer cette émission. Eh bien, écoute, je suis ravie également d'avoir pu travailler avec toi. À nouveau, un grand merci aux intervenants, parce qu'il y a ce que vous avez vu ce soir, le temps passé ici en studio, et puis il y a tout le temps en amont pour que l'on puisse préparer, et ils ont été tous très disponibles. On les en remercie à nouveau. Encore un grand merci aux étudiants. On était très contents chez Harmonie Mutuelle de pouvoir s'associer à un lycée. On sait que dans la période, c'est compliqué pour les étudiants, les faire participer à ce projet sur lequel ils se sont beaucoup investis avant, pendant, puis ils nous aideront un petit peu après, parce qu'on va travailler pour vous mettre à disposition dans les prochains jours un replay que vous pourrez suivre. Vous trouverez les liens sur les réseaux sociaux si vous nous suivez. Et puis, j'ai envie de rebondir sur ce que nous a dit Stéphane. On souhaite pouvoir se retrouver sur une prochaine émission. On espère avoir un petit peu de public avec nous pour un peu plus d'interactivité. Les sujets sont nombreux, on l'a vu. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.